Il est 18h, on est ici avec la FAT, le président de la FAT, Laurent Albi et BNP Paribas pour encore une fois cette semaine analyser le marché. Les grands mouvements cette semaine, il y avait non, il n'y avait pas de mouvement. Non, si, il y a des choses intéressantes qui se sont passées. On va regarder ça absolument, Falcon. Ça n'a pas été une semaine pour rien. On a une agenda plein en sommaire, on va te parler un peu plus. Mais comment ça s'est passé ton week-end, Laurent? Pour commencer bien ce webinaire. C'était sympa ton week-end samedi? On a passé un excellent week-end, Falco, avec cette journée porte ouverte. Je sais qu'il y en a parmi vous ce soir qui étaient là et ça a été une journée vraiment extraordinaire. Une journée avec des ateliers qui ont vraiment passionné les gens, des personnes enthousiastes, motivées. On a passé tout l'après-midi ensemble, de 14h à quasiment 19h. Et à la fin, il y avait du champagne quand même. Et à la fin, il y avait du champagne. Du temps pour ça. Absolument, c'était génial. Est-ce que tu as bu aussi un verre? Oui. Quand même. J'ai célébré avec tout le monde ce succès. C'était vraiment très, très sympathique. Magnifique. À refaire. Magnifique. Bon, on va refaire ça alors. Donc, on commence tout de suite. Je te donne l'écran. Attends, comment est-ce que je fais ça? Voilà, c'est ici. Laurent Albi, présentateur. Voilà, tu cliques sur oui. Oui, alors attends, je vais juste faire. Voilà. Voilà, c'est parfait. C'est à toi. Et voilà. Donc, chers auditeurs, bonjour et donc bienvenue à ce nouveau webinaire. Webinaire avec un programme une fois de plus chargé puisque j'ai décidé de vous montrer plein de choses cette semaine, plein de charts que vous ne voyez pas partout et qui vont, j'en suis sûr, vous intéresser. Alors, on va regarder dans un premier temps le CAC 40 à court et moyen terme. La semaine dernière, on a commencé un travail ensemble sur le S&P. Souvenez-vous, je vous ai montré la progression de ces 24 derniers mois sur l'indice américain, progression de plus de 50%. Et je vous ai donc indiqué les différents niveaux de retracement. Et bien, à partir de maintenant, c'est un travail que nous allons faire ensemble chaque semaine pour voir comment le S&P évolue avec donc ces niveaux de repli à court, moyen et long terme. On va regarder également ensemble le... Excusez-moi. Alors, on va regarder donc voilà. Le VIX, puisque la semaine dernière, on a eu une question sur la possibilité ou pas de faire de l'analyse technique sur le VIX. Eh bien, on va regarder ensemble cette semaine le chart. Et puis, j'avais également envie de vous montrer des graphiques de l'OEX. Alors, l'OEX, c'est l'indice des 100 premières capitalisations américaines. On va regarder l'OEX en dollars et en euros. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le Nikkei également en yens et en euros. Le MIB italien qui est dans une phase de surperformance tout à fait intéressante. Et puis, on va regarder également ce que font les pays émergents. Du côté du Forex, on va passer un petit peu de temps ensemble sur le dollar. Dans un premier temps, sur le dollar index, vous le savez, c'est un indice donc qui est un panier de devises face au dollar américain, le GBP, l'euro qui en représente donc la plus grosse partie, mais également le yen. On va regarder ce que fait donc le DXY, c'est le dollar index. Et puis après, on va regarder plus en détail comment se comporte le dollar face à des devises importantes, devises majeures, dollar contre yen, dollar contre livre anglaise, dollar contre dollar canadien, dollar contre euro et dollar américain contre dollar australien. Vous allez voir, c'est intéressant de regarder cette semaine ensemble où en sont ces graphiques parce que on n'est pas n'importe où. Vous allez voir, on arrive sur des niveaux qui sont importants. Et puis on va regarder également le Brent et l'or en euros et en dollars parce que vous allez voir que quand on transcrit les cours de ces deux matières premières en euros, eh bien, on a une lecture totalement différente de celle dont on parle habituellement. C'est, vous allez voir, un vrai changement. Du côté des actions, on va également aller donc sur 5 titres cette semaine. Dans un premier temps, le secteur de la biotech avec Genfit. On va ensuite partir en Allemagne dans le
secteur des biens industriels avec Kion Group, technologie avec Alten et Claranova qui s'est transformée ces 2 dernières semaines en véritable fusée et plus de 100% de progression. Et puis, on va aller également du côté de la consommation cyclique à la demande de l'un de nos auditeurs pour aller regarder donc ce que fait LVMH. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le CAC 40 et puis après on retournera sur le S&P pour voir à court, moyen et long terme quels sont les niveaux de repli, de retracement qu'il faut anticiper. Alors, sur le CAC 40, on a commencé la semaine dernière à évoquer ensemble la possibilité donc, de cette figure d'épuisement en forme de biseau ascendant. Je vais suivre à moyen terme ce scénario à partir de maintenant et je l'abandonnerai dans 2 cas, soit sur invalidation, soit effectivement sur confirmation et atteinte de la cible. Alors, l'invalidation de ce wedge, vous voyez ce biseau ascendant qui est encore une fois donc une figure possible d'épuisement d'une tendance. Quelle tendance ? Eh bien, vous le voyez, celle qui commence au printemps 2016. Ce wedge pourrait terminer ce mouvement ascensionnel et il serait invalidé si effectivement on sortait par le haut de manière significative au-dessus, vous le voyez, de cette ligne de résistance haussière. On a un premier test et puis un deuxième test. Autrement dit, on a vraiment cette oblique qui a capé les prix depuis mai 2016 et on voit bien qu'on a cette semaine un possible retour vers la ligne de support ascendant. Si cette ligne était enfoncée, alors on aurait la validation de ce biseau. Si on avait effectivement la confirmation de ce biseau, et elle viendrait donc sur la rupture de ce support, alors on pourrait retourner potentiellement sur le point bas de ce wedge, c'est-à-dire sur les 5000 points. Alors, on n'est pas sûr que c'est ce qui va se passer, mais c'est pour le moment donc mon scénario central à moyen terme. On voit, regardez, en zoomant un petit peu, on voit cette hésitation du CAC 40 depuis 3 semaines. Et puis si effectivement la bougie de cette semaine se termine comme elle l'est actuellement, alors on va vraisemblablement retourner vers ce niveau à 5300 points, voire 5270. Et si effectivement on enfonçait ce niveau à 5270, alors on retournerait vraisemblablement sur les 5000 points. Donc, en synthèse à moyen terme, on remarque le changement de rythme entre la première partie de la progression et puis ce qui se passe depuis maintenant 9 mois. Deuxièmement, ça nous dit que cet échec finalement à progresser à la même vitesse montre qu'il y a de la pression vendeuse qui rentre sur le marché. Autrement dit, elle serait confirmée, cette pression vendeuse, sur validation du wedge. Alors, quand on regarde le CAC 40 à court terme, on a une autre figure technique qui est en train d'apparaître. Et vous le voyez, c'est ce que les anglo-saxons appellent broadening formation, un triangle inversé, puisque vous voyez, vous avez 2 obliques qui s'écartent l'une de l'autre. Cette figure en triangle inversé, elle donne un niveau de support important à 5440, c'est-à-dire ici, à la fois parce qu'on a un niveau de polarité. C'est une ancienne résistance. Vous savez maintenant ce que c'est un changement de polarité. C'est quand une résistance devient support ou quand un support devient résistance. Là, en l'occurrence, on a une zone de résistance qui devient donc support. D'ailleurs, on a une moyenne mobile à 43 périodes, qui vient, elle aussi, jouer un rôle de support dynamique. Donc, on a une moyenne mobile, on a une oblique baissière et on a une polarité qui devrait, a priori, dans un premier temps en tout cas,
faire obstruction à la pression baissière. À court terme, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez donc la formation de cette mèche basse. Alors maintenant, pour qu'on ait un premier signal de reprise du courant acheteur, il faudrait deux choses. D'abord, il faudrait que les prix soient en mesure de repasser au-dessus de ce gap baissier qui a été donc totalement comblé. Donc, c'est un premier niveau à surveiller si on repassait au-dessus de 5480 points. Deuxièmement, on a ici un RSI qui est baissier. On peut tracer des lignes de tendance sur le RSI. Si on avait un RSI qui arrivait, vous le voyez ici, à repasser au-dessus de cette petite oblique et en même temps à repasser au-dessus de cette ligne à 50 points, alors ça serait là aussi un facteur de soutien. Donc pour le moment, il ne se passe rien de tel. On a cette grande bougie rouge qui nous montre qu'il y avait pas mal de pression vendeuse pendant toute la séance. On a ouvert en gap haussier ce matin. On est monté pendant les premières heures de cotation et puis ensuite on a vendu pendant toute la journée. La séance de demain va être importante parce que soit effectivement on a une continuation de la pression baissière et là ça veut dire qu'on va vraisemblablement retourner dans cette zone à 5400 points, voire plus bas, 5360, soit on va avoir une journée où on va assister à une neutralisation du courant vendeur et auquel cas on restera à l'intérieur de ce range et donc la décision sera remise à la semaine prochaine. Alors, ce que j'aimerais également porter à votre attention, c'est que demain, ce n'est pas n'importe quelle journée, c'est la journée où les Américains vont publier les chiffres de l'emploi et du chômage pour le mois de janvier. On a eu des chiffres ADP hier du secteur privé qui étaient bons. On va voir si demain ça suit. Si ça l'était, alors ça pourrait être un facteur de soutien pour les indices américains et donc par voie de conséquence pour les indices européens. Voilà, donc sur le CAC 40, on a donc à moyen terme une figure d'épuisement qui est en train de prendre forme, qui n'a pas encore été validée. On va la suivre semaine après semaine. À court terme, on voit qu'on est dans une zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs, puisqu'on le voit, aucun des deux camps n'arrive significativement à prendre l'ascendant. La journée la séance d'aujourd'hui nous montre qu'il y a peut-être une pression vendeuse qui est en train de rentrer sur le marché. Cela dit, il faudra qu'elle soit confirmée demain ou dans les jours prochains pour avoir effectivement un retour sur cette zone entre 5400 et 5360. Voilà, s'il n'y a pas de questions, Falco, sur ce que je viens de dire sur le CAC 40, on peut retourner sur notre sommaire et regarder ensemble donc les niveaux de retracement sur le S&P, puisque vous le savez maintenant, le S&P est dans une phase de consolidation. C'est un marché qui est suracheté et qui par conséquent va être la proie de prise de profit. Autrement dit, on rentre dans une phase corrective et on va regarder où sont les niveaux de retracement, comme on a commencé à le faire ensemble la semaine dernière, à long, moyen et court terme. Alors là, c'est déjà le long terme. Vous avez donc la progression du S&P depuis début 2016, comme je vous le disais tout à l'heure. On est à plus de 50% de hausse sur l'indice élargi américain. Et donc, on va regarder dans un premier temps où sont les premiers niveaux de retracement de long terme. Et bien, le 38%, il arrive, vous le voyez, dans cette zone où on a une petite polarité, puisque ici, on a un niveau de résistance qui, une fois dépassé, est devenu une zone de support. Donc, tout repli à long terme entre 2450 et 2500 points sera pour les investisseurs de long terme une zone d'achat pour rentrer à prix cassé sur ce mouvement haussier qui dure depuis 24 mois. Alors, on est aujourd'hui autour de 2823, on a fait un plus haut à 2870, ça représente environ 15% de repli
sur le prix. Alors, on va regarder maintenant sur un horizon de temps plus court où sont les autres niveaux de retracement. Alors, si on prend la progression du S&P depuis le mois d'août, vous voyez, c'est-à-dire depuis le 21 août, depuis la fin de cette petite correction. Quand on se met quand on repart sur le chart de long terme, vous voyez, c'est cette petite correction et vous le voyez, depuis qu'elle s'est terminée, on est sur un marché qui n'a quasiment jamais retracé. Donc vous le voyez, c'est depuis le 21 août 2016 où on est monté là aussi en quasi ligne droite. Et les premiers niveaux de retracement, le 38%, il est un tout petit peu en dessous de 2700 points à 2699,35. Donc, on a là aussi, regardez cette polarité, ce sommet, cette petite consolidation, et puis on repart de plus belle à la hausse. Donc, ça, c'était au mois de décembre. Et depuis que cette consolidation a eu lieu, ben, regardez, on n'a jamais consolidé de nouveau aussi longtemps sur le S&P. Donc, on a ouvert un gap baissier avant-hier. Si on devait avoir une continuation donc, de la baisse sur le S&P, le premier niveau de moyen terme, c'est 2700 points. Ça représente environ 6% de baisse à partir donc, du sommet précédent. Alors, le 50% de retracement, il tombe à 2646, 2650. Là aussi, vous le voyez, on avait ce sommet qui a été dépassé, on a réintégré, puis on est reparti. Donc, deuxième niveau de retracement à 2650. Donc, je répète, à long terme, on a un premier niveau de retracement à 38% à 2460. À moyen terme, on a un premier niveau à 2007 et ensuite un deuxième niveau à 2650. Quand on passe maintenant à court terme, c'est-à-dire qu'on va regarder la dernière jambe de progression sur le S&P depuis ce début d'année, eh bien, on a un premier niveau à 2797 et un deuxième niveau à 2773. Alors, pourquoi je vous donne ces différents niveaux sur ces différentes temporalités? Eh bien, c'est parce qu'on peut avoir des réactions sur ces niveaux. Autrement dit, on peut avoir des vendeurs très court terme qui vont déboucler leur position sur ces premiers niveaux à 2780, 2800 points. Il pourrait y avoir donc un petit rebond. Et puis, soit effectivement, la correction est terminée et dans ce cas-là, on repart à la hausse, on retourne sur le précédent sommet, on le dépasse et on est de nouveau en tendance haussière. Soit effectivement, on a un petit rebond, mais derrière, on a une pression vendeuse qui reprend très vite après que le petit rebond technique a eu lieu. Et dans ce cas-là, il faudra aller chercher donc les niveaux suivants sur des horizons de temps supérieurs. Voilà, donc ce travail sur ces niveaux de repli sur le S&P, on va le suivre maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière hebdomadaire pour voir effectivement si ces niveaux de FIBO fonctionnent, qu'est-ce qui se passe sur ces retracements. Et on va donc continuer d'élaborer ensemble notre scénario pour voir effectivement si on a des acheteurs qui reprennent l'offensive de manière importante ou si au contraire on a une pression vendeuse qui continue de s'exprimer. Alors, Falco, est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a toujours pas de questions en fait. Il y a Loïc qui nous demande un avis sur Eurofins et aussi sur Valorec, mais on va mettre ça regarder à après. la fin. Tout à fait. Alors, maintenant qu'on a vu les différents niveaux, on peut regarder ensemble le VIX parce qu'on a eu donc une question la semaine dernière sur la possibilité ou pas de faire d'analyse technique sur le VIX. Alors, vous le voyez, le VIX, c'est l'indice, c'est ce que les médias appellent l'indice de la peur. C'est un indice qui montre en fait la couverture des opérateurs sur les actions qui composent le S&P
pour le mois à venir, c'est ce qu'on appelle la volatilité implicite, à mettre en relief avec la volatilité explicite. La volatilité explicite, c'est la volatilité passée. Et la volatilité implicite, c'est la volatilité que les opérateurs donc, anticipent sur le prochain mois. Alors le VIX, il se calcule, c'est une formule qui est assez compliquée, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour que vous compreniez l'essence de cet indicateur, c'est en fait le prix des options put et call qui sont donc comptabilisées, et quand les opérateurs donc achètent des options put, ils le font parce qu'ils veulent couvrir leur portefeuille, et quand les options put sont achetées de manière plus importante que les calls, eh bien, cela va faire monter donc le VIX, et cela va montrer qu'on a des investisseurs qui se couvrent. Alors, ce chart, il est intéressant parce que, vous le voyez, on est toujours sur les niveaux actuels, sous les plus hauts de 2017, en avril et en août. Avril ici, pardon, et en août ici, à 16%. Autrement dit, tant qu'on est sous ce niveau de résistance, on va être, je vais dire, dans une configuration sur le S&P de simple pullback. Si en revanche, on dépasse ce niveau de résistance à 16, cela signifiera qu'on sera sur un marché qui devient beaucoup plus frileux et qui, par conséquent, pourrait se replier de manière plus importante. C'est pour ça que les niveaux qu'on a regardés ensemble auparavant, les niveaux de repli sont importants, parce que si on dépassait ce niveau à 16, alors ça signifierait qu'on va sans doute enfoncer les niveaux de retracement de très court terme pour aller chercher ceux de moyen terme. Voilà ce que je voulais donc partager également avec vous cette semaine sur le VIX. On va continuer de le regarder, ce VIX, et surtout s'il dépasse cette résistance, alors on en reparlera pour voir effectivement quel impact ça peut avoir sur le S&P. On va parler, s'il n'y a pas de questions, maintenant du dollar index. Alors, le dollar index, c'est donc un indice qui va suivre l'évolution du dollar américain face aux principales devises, les devises majeures. Et je vous montre ce graphique parce qu'il est intéressant à deux titres. Le premier, on voit qu'on avait une zone de support sur ce dollar index entre 93 et 91. C'était une zone qui avait été validée en tant que support au mois de mai 2016 et qui avait été déjà une zone de soutien en avril 2015. Puis quand on est retourné dessus, ben, on voit qu'il y a eu une petite hésitation, et puis derrière, on a enfoncé ce support, on a retracé, on a réintégré le range et on est reparti à la baisse. Alors, il y a des analystes qui pensent que cette rupture de support, eh bien, en fait, ça ouvre la voie à un nouveau potentiel baissier de moyen terme sur le dollar index. Alors, c'est possible, mais ce n'est pas mon scénario, en tout cas, dans l'immédiat. Pourquoi ? Premièrement, quand on regarde la structure baissière du dollar index, on voit une première impulsion ici, baissière, ensuite une correction en ABC, A, B, C, qui serait vraisemblablement une vague 2. Et puis on a ici une vague 3 d'impulsion baissière, c'est la plus importante. Elle se fait quasiment sans aucun retracement. C'est bien ce qui caractérise la nature d'une vague 3. On a derrière une vague 4, vous voyez ici, qui est corrective et qui alterne avec cette vague 2, qui était une consolidation. Et puis derrière, on a une vague 5. Alors, la question est de savoir, est-ce que cette vague 5 est déjà terminée, ou est-ce qu'on est dans la 3 de la 5?
On pourrait faire une petite vague 4 et puis une 5 derrière. Autrement dit, on arrive, à mon sens, au bout de la baisse du dollar pour le mouvement commencé en 2017. D'autant plus, vous voyez qu'on a un RSI ici qui est survendu. Autrement dit, si vous étiez vendeur de dollars, eh bien, peut-être que ce serait une bonne idée de commencer à envisager de déboucler vos positions parce que on ne sait pas encore exactement jusqu'où va baisser le dollar, mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans cette course à la baisse qui caractérise le dollar américain, on est en fin de cycle qui a commencé donc il y a environ 14 mois. Alors, est-ce que ça veut dire que le dollar américain va rebondir et va repartir vers les précédents sommets? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire simplement que ce mouvement-là est en bout de course et que vraisemblablement derrière, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer, mais il devrait y avoir soit un rebond, soit effectivement une consolidation. Le rebond, s'il devait dépasser ce niveau à 95, alors ça signifierait qu'on va vraisemblablement vers un nouveau chapitre de force du dollar face aux principales devises, chapitre qui pourrait donc ouvrir la voie vers un retour sur 97, puis 99 ou 100. Encore une fois, c'est extrêmement difficile d'anticiper le mouvement des devises. Donc, quel est l'intérêt de ce chart? Son intérêt, c'est de vous montrer que même si effectivement on vient de rompre un support, je ne m'attends pas, certaines personnes disent parce qu'on a justement enfoncé le support, il va y avoir un potentiel à court terme de baisse sur le dollar index très important. Ce n'est pas mon scénario. Je pense que cette rupture baissière a de fortes chances d'être un piège et qu'on va derrière, peut-être pas rebondir au-dessus de 95, mais on va en tout cas arrêter de voir le dollar baisser comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Au mieux, une phase de stabilisation avant une nouvelle baisse ou alors une phase de stabilisation pour un rebond. En tout cas, on arrive au bout d'un cycle baissier de 14 mois sur le dollar. Alors, je vais vous montrer maintenant d'autres charts, non pas, puisque vous l'avez compris, hein, le dollar index, c'est donc un agrégat de devises face au dollar. Je vais vous montrer ce que fait le dollar rapidement face à des devises majeures et vous allez voir qu'il est sur des niveaux de support. Alors, le premier chart que je vous montre, c'est le dollar CAD, c'est-à-dire le dollar américain face au dollar canadien. On voit là aussi qu'on est sur une dynamique baissière commencée en 2016 et qu'on arrive près d'une zone de support. Alors, vous le voyez, on est à 1,23. Ce dollar CAD pourrait baisser jusqu'à 1,20. C'est ce qui expliquerait en fait que nous serions dans une vague 3. Il y aurait une petite vague de conso en 4 et puis une dernière vague baissière en 5 sur le dollar index. Et donc, ça permettrait donc cette faiblesse du dollar index d'aller, vous le voyez, rejoindre ce niveau à 1,22, 1,20. En tout cas, on voit que sur le dollar CAD, on est en approche d'une zone de support et qu'a priori, on devrait assister. Alors là, vraiment, le conditionnel est très important parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, on est proche d'une zone d'échange où il devrait y avoir le commencement d'une bataille par des opérateurs qui pensent que le dollar est suffisamment affaibli face au CAD et qui devrait donc, sur cette zone, repartir à la hausse. Petite digression, avant que j'oublie mon idée Falco, le dollar CAD est corrélé avec les cours du pétrole. Autrement dit, si on devait avoir un dollar qui rebondit face au CAD, cela serait a priori en synchronisation avec un Brent ou un WTI qui montrerait des signes de faiblesse, qui aurait fait un top autour de 70-75 et qui repartirait à la baisse. Oui, Falco. Il y a Alain qui dit sur le dollar index, certes, mais objectif 80, retour 2014. Alors, c'est possible.
Je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'en sais rien. On est face à une énorme complexité quand on analyse le dollar parce que ça a des ramifications quasiment à l'infini, cette faiblesse du dollar. Donc, est-ce qu'il va baisser jusqu'à ce que vous pensez, vous, être le niveau de 2014 à 80, 82? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas. Et je peux vous dire qu'il y a peu de gens qui savent exactement ce qui va se passer. En tout cas, ce qu'on peut dire, et je le répète parce que c'est très important, je m'attends à ce que ce dollar survendu s'arrête de baisser. S'il s'arrête de baisser, il y a deux niveaux qu'il faut surveiller, pas trois, deux. Un, il faut surveiller 95. Est-ce qu'on a des acheteurs de dollars qui sont capables de lui faire réintégrer cette zone, cet ancien sommet dans la baisse, ce sommet de contre-tendance à 95? Ça, c'est vraiment le premier élément. Deuxièmement, s'il consolide et qu'il repart et qu'il casse 88, alors effectivement, enfin 89 plutôt, il peut continuer de baisser, mais même s'il baissait, ça serait que la 4 et la 5 de cette dernière patte baissière, et derrière, il pourrait y avoir un rebond. Donc, si c'est Alain qui posait la question, peut-être que vous avez raison, mais ce chart, c'est un chart en hebdomadaire, et donc, la synthèse de ce que je suis en train de vous raconter, c'est que si on descend à 84, ce que vous anticipez, ou même plus bas, sur les niveaux donc, de 2014, entre 80 et 82, si on descend sur ces niveaux, il va y avoir avant une phase de consolidation ou de stabilisation. On ne va pas du tout, à mon sens, y aller directement. Pourquoi? Je reprends mes cartes, Falco. Vas-y. Le dollar CAD, il arrive sur une zone de support, donc on devrait avoir une réaction des acheteurs de dollars face au dollar canadien. Le dollar yen, il arrive lui aussi sur une zone de support entre 106 et 108 yens. Là aussi, à mon avis, il ne va pas traverser cette zone. Alain, comme dans du beurre, il va y avoir une bataille qui va être organisée par les acheteurs pour tenter de reprendre la main sur le dollar. Quand on regarde le GBP-USD, alors, regardez, jusqu'à maintenant, on était dollar-yen, on était dollar-CAD, donc support. Maintenant, on est GBP-USD, on est à l'envers. Donc, c'est pour ça qu'on est sur un niveau de résistance. Eh bien, le GBP-USD, il arrive dans une zone entre 1,42 et 1,4550, qui est une grosse zone de résistance. À mon avis, il ne va vraiment pas dépasser cette zone comme ça, le GBP-USD, d'autant plus qu'il est dans une phase ascensionnelle impulsive et qu'à mon avis, il va justement arrêter cette phase d'impulsion sur cette zone de résistance. Quand on regarde l'AUD-USD, c'est-à-dire le dollar australien face au dollar américain, là aussi, on est sur une zone de résistance. Donc, regardez bien tous ces charts qui arrivent tous sur ces zones de résistance et de support à mettre en relief avec ce dollar index qui, lui, a déjà cassé son support. Et pourquoi le dollar index a déjà cassé son support alors que les autres devises n'ont pas cassé leur support et leur résistance? Eh bien, parce qu'il est fortement pondéré sur l'euro, ce dollar index. C'est 56% de l'indice. Or, il se trouve que l'euro est fort. On assiste à la fois à une faiblesse du dollar et à une force de l'euro. Et donc, l'euro face au dollar, c'est vrai qu'il est très fort. Même aujourd'hui, il continuait de monter. Mais on arrive là aussi sur une zone de résistance, une nouvelle zone de résistance entre 1,2420 et un petit peu en dessous de 1,28. Donc, même cet euro-là, vous le voyez, il est en approche maintenant d'une zone où il devrait se stabiliser. Là aussi, on compte vague 1, ABC, vague 2, vague 3, ABC, et là, on a fait une 4, et là, on repart 1, 2, 3. Il manque peut-être, c'est toute la question, il manque peut-être en weekly une 4 et une 5 pour terminer sur l'euro cette phase de progression démarrée en 2017. Donc, le fin mot de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on assiste maintenant depuis 13-14 mois à une faiblesse du dollar américain. Cette faiblesse du dollar américain va peut-être se perpétrer en 2018, voire en 2019. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant qu'elle reprenne, il va y avoir, à mon sens, une phase maintenant de stabilisation du dollar. Et donc,
il faut que vous intégriez dans vos calculs et dans vos décisions d'investissement le fait que le dollar a de fortes chances dans les mois qui viennent de se stabiliser. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, ça l'est parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à procéder à des investissements en dehors de la zone euro. Et vous avez raison de le faire, puisqu'il y a maintenant des instruments financiers tout à fait pratiques et commodes pour exposer son argent, son épargne ou son capital de trading à des marchés étrangers. Vous pouvez acheter des SICAV ou des FCP, vous pouvez acheter des ETF, mais vous devez être bien conscient que chaque fois que vous allez acheter une classe d'actifs libellée dans une devise étrangère, vous allez augmenter d'une certaine manière votre risque. Pourquoi? Chaque fois que vous allez placer votre argent dans, par exemple, des actions libellées, peu importe, en devise étrangère, vous allez prendre un risque lié au marché. Ça veut dire que si le marché, d'une manière générale, baisse, vos investissements vont se déprécier contre vous. Donc, vous prenez un risque marché. Ensuite, si vous investissez sur une zone géographique hors zone euro, vous prenez un risque zone. Risque zone Asie, risque zone Amérique latine, même risque zone États-Unis. Vous prenez un deuxième risque, celui lié aux fondamentaux et à la dynamique intrinsèque de la zone dans laquelle vous mettez votre argent. Ensuite, vous prenez un risque secteur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des nouvelles qui font que vos investissements vont s'apprécier, mais qu'ils peuvent également se déprécier parce qu'il peut y avoir des changements de dynamique sur le secteur. Ensuite, vous prenez un risque sur les entreprises dans lesquelles vous investissez. Quatrième risque. Et le cinquième risque que vous prenez, c'est un risque de change, c'est-à-dire un risque lié à la devise. Parce que quand vous achetez du Nikkei, en fait, vous achetez du yen. Quand vous achetez du S&P, vous achetez du dollar. Quand vous achetez des fonds en pays émergents, vous achetez des devises émergentes, puisque vous allez acheter des entreprises qui sont cotées sur des bourses de pays émergents et donc libellées dans ces devises. Donc, il faut que vous soyez… Alors, ce que je suis en train de vous dire ne signifie pas que vous ne devez pas vous diversifier et que vous ne devez pas aller chercher de la performance sur des marchés étrangers. Mais vous devez le faire en toute connaissance de cause. Et en fait, les charts que je vais vous montrer maintenant illustrent ce risque lié au changement de la devise. Alors, le chart que vous avez sous les yeux, c'est l'OEX face au N100. Alors, qu'est-ce que c'est l'OEX et qu'est-ce que c'est le N100? L'OEX, c'est l'indice, c'est le S&P 100, c'est-à-dire c'est l'indice des 100 plus grosses capitalisations américaines. Sauf que il est en rouge. Sauf que cette OEX, je l'ai traduit en euros. Pourquoi? Pour vous montrer à vous, investisseurs européens, dont la devise de référence est l'euro, qu'est-ce qui serait arrivé à votre portefeuille si vous aviez décidé d'acheter le SP100 qui est quasiment identique au SP500? Eh bien, vous le voyez, vous auriez fait depuis début 2017 une performance de 6%. C'est à mettre en résonance avec la performance extraordinaire du S&P qui, pendant la même période en dollars américains, doit être à peu près à 25%. Ça veut dire qu'en tant qu'investisseur européen, parce que votre devise de référence, c'est l'euro, eh bien, si vous aviez investi le 1er janvier 2017 et qu'aujourd'hui, vous décidiez de vendre votre ETF ou de vendre votre SICAV et que vous reveniez en euros, eh bien, vous auriez fait une performance de 6%,
qui est radicalement différente avec ce que vous entendez à longueur de journée sur les médias, sur la surperformance ou la performance tout court, au demeurant exceptionnelle, mais libellée en dollars des indices américains. Donc, il faut bien que vous compreniez que la devise joue un rôle essentiel dans la performance de votre portefeuille. Alors, évidemment, il vaut mieux investir sur un indice qui surperforme, quitte à ce qu'il surperforme moins quand il est ramené en euros, qu'un devise qui perd de l'argent. Mais attention, regardez, le même investisseur qui aurait acheté le N100, c'est-à-dire les 100 plus grosses capitalisations européennes libellées en euros, qu'est-ce qu'il aurait fait comme performance? 14% entre le 1er janvier 2017 et aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que la surperformance dollar des indices américains doit être mise en perspective avec la force de l'euro et la performance donc des indices européens. Ça aurait payé beaucoup plus de rester en tant qu'investisseur européen en zone euro plutôt que d'aller sur la zone dollar. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on peut continuer. Regardez, je vous montre maintenant le Nikkei. Le Nikkei, depuis début 2017, c'est-à-dire depuis depuis 13 mois, il a fait 21% de performance, beaucoup plus que les indices européens. Mais regardez le Nikkei quand on le place du point de vue d'un investisseur européen. Vous auriez fait une performance de 2% si vous aviez acheté une SICAV ou un ETF qui traque le Nikkei et que vous aviez décidé aujourd'hui de sortir de cet ETF, à mettre en relation avec une performance, vous le voyez, de 14% sur le N100. Donc vous le voyez, début 2017, on a une performance de 14 pour les 100 premières capis européennes et on a une performance que de 2% du Nikkei. Pourquoi je vous montre tous ces charts? Parce qu'il faut qu'à partir de maintenant, si vous décidez d'aller sur des marchés étrangers pour diversifier votre portefeuille et aller chercher de la performance, vous devez être conscient de l'importance du risque devise que vous prenez en allant hors zone euro. On continue. Ça, c'est le gold. Tout le monde parle du gold et de sa très forte progression. Mais qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez acheté de l'or début 2017 en tant qu'investisseur européen? Vous auriez perdu 2% de votre portefeuille, alors que par ailleurs, le gold, lui, est en progression de 16%. Donc, même si, encore une fois, dans les médias, vous entendez « oui, l'année 2017 a été une bonne année pour le gold parce qu'il a bien performé », regardez, ça aurait beaucoup plus payé de rester investi sur les actions européennes qui, je le répète, sur un an, ont gagné 14%, que d'être investi sur le gold qui est, lui, en sous-performance de 2%. Ça fait quand même 16% d'écart entre les deux classes d'actifs. Donc, je vous en prie, ne lisez plus les médias ou alors continuez de lire les médias, mais faites votre retraitement personnel pour comprendre ce que vous devez comprendre et pas comprendre ce qu'ils vous racontent. On est sur le gold en euros sur un trend baissier. Okay. On est sur les 100 plus grosses capis européennes sur un trend haussier. Ça paye d'acheter les actions européennes, ou en tout cas ça a payé d'acheter les actions européennes, et ça ne payait pas d'être sur le gold. Alors attention, parce que si en plus maintenant vous faites le lien avec ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, que effectivement le dollar risquait de repartir à la hausse, parce que c'est principalement la faiblesse du dollar qui a porté le gold. Si en plus on a un dollar qui repart à la hausse, avec un gold qui s'affaiblit, alors vraiment, il y aura encore peut-être moins d'intérêt d'en posséder. Regardez maintenant la performance du Brent par rapport à l'euro. Là, vous avez le Brent en dollars. Énorme progression entre juillet et janvier. Quand on regarde la progression du prix du Brent en euros, on est moitié moins. Alors,
ça paye quand même d'être investi, enfin, d'avoir acheté, ça aurait payé plutôt d'avoir acheté un ETF qui suit le cours du Brent face à l'euro, puisque vous le voyez, c'est en rouge. Il y avait quand même une belle progression, hein, puisqu'on passe de moins 26 à plus 2, ça veut dire qu'il y a 28% de progression. Le Brent a donc progressé entre juillet 2017 et maintenant de 28% face à l'euro. Mais ça n'a rien à voir avec la progression face au dollar. Donc là aussi, faites attention, vous devez tout retraiter en fonction de la force en fonction de la force ou de la faiblesse du dollar et par voie de conséquence de la force ou de la faiblesse de l'euro. Regardez les émergents. Ça, c'est un chart intéressant parce que la question évidente, c'est mais alors où investir? Puisque finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet euro en 2017, eh bien, il a un petit peu plombé tous les investissements hors zone euro. Pourtant, il y a des poches de performance. Vous voyez, on revoit ce chart du N100 avec 14% de performance et on voit la performance des émergents libellés en euros où on est quand même à 23%. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait acheté, quelqu'un qui se serait positionné pendant toute l'année 2017 sur les pays émergents aurait mieux fait qu'un investisseur qui serait resté sur la zone euro. À l'intérieur de la zone euro, ce que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est la performance du FTSE MIB, c'est-à-dire de l'indice italien. On est à 14% de performance sur le N100, on est à 22% sur le MIB. Donc on a, depuis cette période de juillet, puisque regardez, hein, les deux indices sont collés l'un à l'autre jusqu'en juillet. Mais à partir de juillet, on a les 100 plus grosses capis, l'indice des 100 plus grosses capis européennes qui fait du surplace, qui monte, qui fait du surplace, qui a marginalement dépassé le précédent sommet qui le réintègre, alors qu'on a un MIB qui file tout droit et qui est en très nette surperformance. Donc, c'est là où l'analyse technique est vraiment utile. Parce que ça vous permet de voir, et c'est déjà quelque chose dont on a parlé la semaine dernière et que je répète cette semaine, parce que c'est vraiment là qu'elle trouve son intérêt, l'analyse technique. C'est-à-dire qu'en faisant des ratios tout simples, ou en mettant simplement deux sous-jacents l'un à côté de l'autre, vous pouvez voir d'un seul coup d'œil où est-ce que c'est plus intéressant d'investir votre argent. Quand on regarde le CAC, on voit qu'il est assez fortement corrélé avec le N100, puisque vous voyez, il est quasiment sur le même niveau de performance. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer cette semaine par rapport au risque de change sur les différentes classes d'actifs, parce que il y a deux messages en fait que je voudrais faire passer. Le premier, vous l'avez compris, hors zone euro, vous prenez un risque, soyez-en conscient. Deuxièmement, l'analyse technique, très utile quand il s'agit de savoir en force relative où mettre son argent, puisque vous le voyez en un seul coup d'œil, vous pouvez clairement identifier les actifs qui surperforment et ceux qui sous-performent. Laurent, il y a Patrick qui nous pose la question, donc bonsoir, mais si on achète de l'or sur le marché euro en terre, c'est ça en fait. Hein. Exactement. Bon, ouais, donc voilà, il a juste pour peut-être vérifier son raisonnement. Exactement, c'est exactement ça. Alors, en tout cas, en 2017, c'était une perte de 2%. Mais ça pourrait être l'inverse en fait, si ça s'inverse en fait. Non ah ben oui, alors, évidemment. Donc, tout ça, ce sont des constatations dynamiques basées sur ce qui vient de se passer. On va, de toutes les façons, et je trouve que c'est tout l'intérêt du webinaire, revenir sur ces charts pour voir comment ça évolue. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des changements d'allocation et des changements de compréhension de la part des investisseurs, autrement dit des arbitrages qui vont être faits et qui vont faire que ça va évoluer d'une manière ou d'une autre dans notre sens ou contre nous. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu le travail que je vous ai montré sur le wedge moyen terme sur le CAC, qu'on va suivre maintenant de manière régulière, sur le niveau de retracement du S&P,
qu'on va continuer de travailler ensemble pour voir comment ça se replie et où est-ce que ça va. Eh bien, ces charts que je viens de vous montrer sur ces sous-jacents libellés en euros, on va les suivre pour effectivement voir si à un moment, c'est pas intéressant de revenir peut-être sur l'or ou sur autre chose, si effectivement on voit le ratio qui se remet à monter. Donc, en fait, si maintenant on reste sur l'exemple de l'or et l'or continue à monter en 2018 et le dollar gagne aussi de la force, on est double gagnant, en fait, théoriquement. Alors, non, c'est un petit peu compliqué. Si l'or se met à monter, ouais, parce que le dollar est faible, ouais, si le dollar est faible, l'euro va se remettre à monter également. ouais. Donc, si le dollar est faible, l'or monte et l'euro monte. Ok. Si l'or monte plus vite que l'euro, Oui, mais je voulais dire que le dollar remonte, en fait. si le dollar remonte, Il gagne la force, c'est pour notre faveur. alors si le dollar remonte, l'or va s'affaiblir. Si le dollar remonte, l'or va baisser. D'accord, Et l'euro va baisser. d'accord. Donc, si l'or baisse moins vite que l'euro, si le dollar se renforce, ça serait intéressant d'en posséder. Oui. Mais si l'or baisse plus vite que l'euro, en fait, le dollar se renforce. Donc, l'or va souffrir et l'euro va souffrir. On a compris ça. Maintenant, comment vont-ils souffrir l'un par rapport à l'autre? Si l'or souffre moins que l'euro, alors c'est intéressant d'en posséder. Mais s'il souffre plus que l'euro, alors ça vaut toujours pas ça sera toujours pas intéressant d'en posséder. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que quand on met des charts d'analyse technique, on voit tout de suite. On arrête de calculer et on voit tout de suite ce que ça fait. Si le ratio monte, c'est intéressant. S'il baisse, c'est pas intéressant. Très bien. Genfit. Parfait. Allez, on continue donc sur les actions. Genfit, ça nous a été donc demandé cette semaine. Alors, à moyen et à court terme, bon, à moyen terme, c'est assez facile de comprendre ce qui se passe sur le titre. Il ne se passe rien. On est dans une tendance neutre. Regardez, je vais un petit peu écraser le chart pour que vous voyez. Résistance entre 28 et 33, support entre 20 et 17. Tant qu'on est là-dedans, on est sur une tendance qui est plate. Il y aurait effectivement un signal d'achat de moyen terme sur dépassement de cette zone à 33 €. Si effectivement c'était le cas, on irait vraisemblablement vers 42. Et puis pourquoi pas, s'il y a du momentum qui se met en place, beaucoup plus, vers 60 et 68. Pour le moment, on en est très très loin. On a, vous le voyez, des moyennes mobiles qui sont flat, un RSI qui arrive dans une zone de surachat. Autrement dit, on a un RSI et un prix qui arrivent dans une zone de turbulence. Pour le moment, sur Genfit à moyen terme, je suis neutre. J'attends le dépassement de la résistance ou au contraire, la réintégration ou le repli pour rester à l'intérieur du range. Alors, quand on regarde maintenant à court terme, vous l'avez compris, hein, on a des lectures différentes selon la temporalité. À court terme, sur Genfit, on a une tendance qui est haussière. Creux, sommet, latéralisation, sommet, creux, sommet, ascendant. C'est la définition d'une tendance haussière. Moyenne mobile à 10 périodes qui sert de support dynamique. ADX en zone de surachat qui est très fort. RSI qui montre de la force. Autrement dit, on a eu une très belle progression sur Genfit depuis le mois de novembre, puisqu'on est passé de 20 à grosso modo 28. Cela dit, est-ce que c'est le moment de payer le titre? Non. Du point de vue du timing, du point de vue du trading, attention, on est sur une zone de résistance. Autrement dit, on est sur une zone où les opérateurs vont plus se demander s'ils doivent prendre leur profit que de remettre au pot. Si effectivement on devait dépasser ce niveau, ce serait une autre histoire. Mais en tout cas, là, pour le moment, on voit que ça consolide. Pas de pression vendeuse, mais attention, on est sur un niveau qui pourrait donner un petit peu de courage aux vendeurs pour essayer de reprendre le contrôle des échanges. En tout cas, à très très court terme, le niveau de support, il est à 27. On peut essayer de voir un petit peu plus large avec la polarité à 26-40. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on est dans une tendance haussière et par conséquent,
on attend le franchissement de la résistance ou au contraire la rupture de ce niveau pour un retour sur 24. En tout cas, Genfit à moyen terme neutre, Genfit à court terme haussier, positif tant qu'on est au-dessus de 26 avec attente d'une confirmation de la continuation haussière. Alors, on va regarder maintenant Alten. Alors, sur Alten, on a une tendance. Attendez, peut-être que je peux mettre un peu plus de prix. Peut-être que je peux mettre 5 ans. Voilà. On est sur une tendance haussière extrêmement puissante. Hein. Regardez donc ces moyennes mobiles qui sont quasiment parallèles l'une à l'autre. Peu de volatilité, on est dans une très belle progression. Et puis là, on assiste à une consolidation de moyen terme. Cette consolidation, elle prend la forme d'une figure d'analyse technique qui est connue. C'est un biseau de continuation, puisqu'il est orienté vers le bas, et qu'on voit qu'on en est sorti de manière impulsive. C'était donc bien un biseau. On a dépassé ce premier niveau de résistance, ici à 76, et on est donc sur le précédent sommet, autour de 82. Alors, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu embêtant sur Alten, c'est qu'on fait un gap haussier pour franchir la résistance, et puis derrière, c'est-à-dire cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour venir soutenir les cours. En début de semaine, regardez, on a continué de progresser, on a dépassé le niveau à 84 €, et puis maintenant, ça vend tout le temps, et on va vraisemblablement réintégrer, en tout cas, la borne haute du gap haussier. Alors, il n'y a pas péril en la demeure. Pour le moment, on est sur une tendance haussière neutre, confirmée haussière si effectivement on arrive à continuer cet élan pour aller au-dessus de 85. Et donc, ça voudrait dire qu'on est vraiment en train de mettre en place un nouveau sommet de moyen terme. Cela dit, on a une bougie qui nous montre qu'on va peut-être réintégrer la consolidation précédente. Alors, est-ce que c'est grave de réintégrer la consolidation précédente? Non. C'est simplement qu'on ne va pas réussir, a priori, à dépasser du premier coup ce niveau à 82. Si on ne le dépasse pas, où est-ce qu'on se replie? Vraisemblablement ici, sur 76, 77. En revanche, là, il va falloir qu'il y ait des acheteurs qui se manifestent et qui viennent soutenir les cours pour apporter effectivement, valider un niveau de support pour une deuxième tentative de franchissement de résistance. Pour le moment, on n'en est pas là. Disons que le niveau à surveiller maintenant, c'est 77. Si on passe en dessous, ça veut dire qu'on va vraisemblablement avoir un risque baissier vers 68 €. Au-dessous de 68 €, on aura un retournement de tendance et un risque baissier qui s'ouvrira vers 60 €. Alors, vous le voyez, Alten à court terme, on est sur un trend haussier. On retrouve le même gap dont je vous ai parlé. Et là, on voit un petit peu mieux ce qui s'est passé depuis 4 jours. On essaye, bon an, mal an, d'aller au-dessus de 83, mais ce sont principalement des bougies rouges qui se mettent en place. Autrement dit, on a vraiment des vendeurs qui sont agressifs sur ce niveau et qui empêchent pour le moment toute continuation haussière au-dessus de 83 €. Quand on voit des mèches hautes comme ça et des bougies rouges, on peut effectivement anticiper un retour à l'intérieur du gap, un comblement du gap. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on retourne sur cette zone entre 78 et 77, c'est-à-dire, vous voyez, ici, entre 79 et 78, 77, c'est-à-dire toute cette zone ici, le milieu, c'est un petit peu 78-50. Si on retourne sur cette zone, ça pourra être un niveau potentiel d'achat avec un stop très court qui se place donc sous cette bougie rouge. En tout cas, pour le moment, on a un marché qui est un petit peu suracheté, qui est très au-dessus de sa moyenne mobile à 10 jours exponentielle. Peut-être que les prix attendent cette moyenne mobile. En fait, on a des opérateurs qui voient que le marché est allé un petit peu trop haut, trop vite. C'est donc la définition d'une situation de surachat. Autrement dit, on temporise avant de repartir. Le gap, s'il est comblé, c'est le premier signal.
ensuite, ça voudrait dire qu'on pourrait revenir sur cette zone et repartir ensuite. On a un RSI qui ne montre pas de divergence baissière, on a un ADX qui reste toujours très fort. Autrement dit, à court terme, pour le moment en tout cas, on peut anticiper un pullback. En tout cas, pour le moment, on n'a pas encore les signaux qui nous montrent, à part ces bougies rouges, qu'on a vraiment de la pression vendeuse. LVMH maintenant, à moyen terme. Alors là aussi, première chose que vous regardez, ce sont les moyennes mobiles. Elles sont haussières. Bon, ça veut dire qu'on est sur une tendance de fond qui reste positive. On a fait un nouveau sommet historique, on consolide derrière. On a un RSI qui fait des sommets qui sont tous plus bas les uns que les autres. Qu'est-ce que ça nous montre? Pas du tout que la tendance est en train de se retourner, simplement le changement de rythme. D'ailleurs, on le voit à l'œil nu, ce changement de rythme. On voit ici cette progression en quasi-ligne droite, et puis cette progression ici, où effectivement, on n'est que marginalement au-dessus du précédent sommet. Alors, ce qui est intéressant sur LVMH, c'est qu'on essaye de sortir de ce petit canal baissier. Si on y arrivait, eh bien, cela montrerait potentiellement la poursuite de la tendance, poursuite qui serait confirmée sur le franchissement du dernier sommet au-dessus de 260. Alors, pour le moment, l'invalidation de cette tendance haussière, elle se fait sous 238, la confirmation au-dessus de 260, belle bougie blanche ici, qui vient englober 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette bougie-là englobe les 10 semaines précédentes. Autrement dit, c'est un signal potentiel de reprise de tendance. Cela dit, il va falloir qu'on arrive à dépasser ce petit niveau à 252, qu'on arrive à s'extraire de cette consolidation et puis qu'on arrive à retourner sur le précédent sommet, donc à 260. Bon, plutôt positif sur LVMH. La polarité a été validée. C'est un élément supplémentaire de force et du contrôle du marché par les opérateurs, les acheteurs. En tout cas, maintenant, il faudrait qu'ils reprennent la main. Il y a Alain qui pose la question, c'est une autre Alain d'ailleurs. Est-ce qu'avec Ishimoku, on peut savoir jusqu'où peut-on savoir? Non. Jusqu'où on peut aller? Non, jusqu'où peut arrêter une conso en fonction des obstacles qui se présentent au prix. Oui. Alors, en fait, la question de Alain, c'est est-ce que Ishimoku nous donne des éléments pour savoir où est-ce qu'une correction peut s'arrêter? Alors, je ne vais pas vous faire un atelier sur Ishimoku, mais ce que je peux vous dire, c'est que la Kijun est le premier niveau de support important dans un trend haussier. La Kijun, ici, elle est parfaitement alignée avec le précédent sommet, c'est-à-dire qu'on a sur ce niveau à 235 une Kijun, 2, une polarité, 3, une moyenne mobile rapide. Ça veut dire qu'on comprend pourquoi le marché a réagi sur ce niveau. Maintenant, il faut qu'il y ait derrière le follow-through, c'est-à-dire il faut que ça suive. La réaction haussière, on la comprend avec des niveaux techniques et avec Ishimoku et la Kijun. Maintenant, ok, ça c'était la semaine dernière. On va voir si effectivement on a un marché. Attendez. On a un marché qui arrive à montrer que ce sont les acheteurs qui ont les échanges en main ou pas. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à Alain. Oui, la Kijun, c'est un premier niveau de support. Alors, LVMH en daily, on est sur une structure neutre, puisque, vous le voyez, j'ai tracé un niveau de résistance ici, qui est le niveau qui a été testé donc, le 19 décembre, et que pour le moment, on stationne dessous. Alors, c'est vrai qu'on est sorti du canal baissier, c'est ce qu'on a vu juste avant avec ce chart, mais on voit également que pour le moment, pas de pression vendeuse, mais pas de pression à l'achat non plus. Pour le moment, on reste sous la résistance. Donc, attention, sur LVMH, on est
tant qu'on les prix se situent sous ce niveau de résistance, on est sur un contexte, ou dans un contexte plutôt, neutre, avec un premier élément positif, c'est la sortie du canal. Alors, comme je vous l'ai écrit ici, la confirmation de la reprise du courant acheteur, c'est au-dessus du précédent sommet, c'est au-dessus de 260. Et puis, si effectivement on n'arrive pas à franchir la résistance et qu'on repart à la baisse et qu'on enfonce le gap qui devrait être un support, s'il ne l'est pas, alors on va vraisemblablement retourner sur le bas du range, c'est-à-dire vers 238. Et si ça casse, on va avoir encore un niveau de support avec ce cap. Et si ça casse, alors on retourne tout en bas sur 214. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de paliers intermédiaires pour bloquer le mouvement vendeur, mais ce sont que des indications et il faudra bien suivre au jour le jour ce qui se passe. Kion. Alors, on est sur le secteur des biens industriels, on est en Allemagne et on voit un actif qui est dans une tendance haussière et qui est en chemin pour retourner vers le précédent sommet, sauf que ça fait 2 semaines ici qu'on voit une correction. Alors, le niveau de support, il est à 66. Tant qu'on est au-dessus, regardez, hein, on peut tout à fait, si je fais ça, attendez, je me suis trompé. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on a fait une petite correction et peut-être qu'on va ensuite, vous voyez, partir à la hausse. Donc ça, pour le moment, on est sur un marché qui est haussier, neutre parce que on voit qu'on est dans une petite phase corrective. Mais le vrai niveau de support qui invaliderait la tendance haussière, ça serait sous 66. On voit des moyennes mobiles qui s'aplatissent un petit peu. On voit un RSI qui donne des petits signes de fatigue. Maintenant, on surveille 2 prix à la hausse 81 pour une confirmation de la tendance haussière ou à la baisse, on surveille 66 pour avoir effectivement une invalidation de cette tendance haussière. Quand on regarde Kion à court terme, on est, comment on dit, ça se prononce Kion en allemand, Falco? C'est pas vraiment, non, oui, bon, Kion, ouais, Kion. on dirait Kion, mais Kion. bon, après, ça veut rien dire, je sais pas, hein, c'est Kion, voilà. D'accord. Alors, Kion, donc, qui à court terme est dans une tendance qui est haussière, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet identique, et puis on casse ici le premier niveau de support de très court terme. Alors, à très court terme, on est neutre, à court terme, on est toujours haussier, au-dessus, vous le voyez, de ce niveau à 71,80, dernier creux avant le dernier sommet. On a une moyenne mobile à 43 périodes qui passe dans le voisinage. On a une ligne de tendance potentielle qui, si elle était testée et générait un rebond, serait validée en tant que telle. On est ici sur un 50% de retracement, autrement dit, le 72 €, c'est un niveau de support très important qui pourrait relancer la dynamique de court terme débutée en novembre. Très court terme neutre, en tout cas, ici pourrait tout à fait y avoir de nouveau des acheteurs qui se manifestent. Pour terminer, Clara Nova. Alors elle, comme je vous le disais en début d'émission, hein, c'est une valeur très très forte. Consolidation pendant une bonne partie de l'année 2017 et puis on fait 100% de progression en un mois. On passe de 0,50 à plus de 1. On est monté jusqu'à 1,26. Très très forte impulsion. Maintenant, regardez, est-ce que c'est le moment d'acheter Clara Nova? Non, parce que vous le savez, il faut toujours aller sur un horizon de temps un petit peu plus large. On est sur un niveau important, c'est la résistance de 2010 à 1,26, 1,40. Autrement dit, voilà, ça, c'est la bougie mensuelle sur Clara Nova.
c'était très difficile hein, de rentrer à l'intérieur de cette impulsion. En tout cas, on est proche d'un niveau, donc c'est plus le moment de payer le titre. D'ailleurs, on voit bien les prises de profit sur ce niveau à 1,26. Alors, le premier niveau d'invalidation de la tendance haussière de court terme, il est sur 0,8960, c'est-à-dire ce 38% de retracement de la dernière impulsion qui, par ailleurs, s'encastre bien dans la structure technique, puisqu'on voit bien une petite consolidation avec un niveau de support ici qui a été donc trouvé à 0,8950. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on est sur un mouvement qui est haussier impulsif. S'il était enfoncé, on repasserait neutre. Et dans ce cas-là, le deuxième niveau de support, il est ici à 0,6870. C'est un 62% de retracement de l'impulsion précédente. Alors, je ne sais plus qui parmi vous posait la question de savoir, il y en a un parmi vous qui a eu la perspicacité de rentrer sur Claranova et qui pose la question tout à fait légitime de savoir où se place le stop de très court terme pour ne pas laisser ses gains filer. Eh bien, la réponse, je vous l'ai donnée, elle est donc sur cette petite consolidation à 0,8960. Tant qu'on est au-dessus, on est à l'abri de prises de profit plus importantes. Si on casse 0,8960 en clôture daily, alors ça veut dire qu'on pourra peut-être descendre plus bas. Donc le stop se place sous ce niveau. Voilà Falco, on a terminé notre revue. Voilà, on a dépassé un petit peu. Voilà. On doit malheureusement encore dire aux amis qui ont posé des questions pendant le webinaire que ça sera, à mon avis, pour la semaine prochaine. Si vous pourrez me faire un email, c'est toujours plus facile pour préparer le webinaire en amont. Alors, ce qu'on pourrait faire, Falco, c'est peut-être aussi un webinaire où je ne prépare rien. Et alors là, ça va être et où on ne répond qu'à vos questions. Plein avec plein de questions. Et alors écoutez, moi je suis tout à fait partant hein, de partir sur cette voie. Alors c'est un peu risqué, mais je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de questions. On risque tout pour la semaine prochaine. Alors de toutes les façons, moi vous me connaissez, j'ai beaucoup de charts en tête, donc même si vous n'avez pas de questions, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai des choses qui sont intéressantes. Ok, donc on fait la semaine prochaine le CAC et après à volonté. Ok, bon, très bien. Open bar. C'est noté, donc gardez vos demandes, questions s'il vous plaît, Jean-Michel et Loïc en tête. On les fera la semaine prochaine si vous vous souvenez de questions en fait. Donc c'est à vous de faire le webinaire la semaine prochaine. Donc on est heureux de vous retrouver la semaine prochaine et aussi évidemment pour 100% marché et pour la nouvelle revue technique des marchés avec Laurent Albi, président de la FAD et BNP Paribas. Excellente soirée à vous. Vous allez retrouver ce webinaire demain en tant que replay sur notre site internet produitbourse.bnpparibas.fr. Excellente soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir Falco. Au revoir Laurent.